Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait les contes de Perrault, ce soir, nous entamons le troisième épisode sur cette œuvre. Nous avons terminé la lecture des contes de ma mère Loi, qui étaient les 8 contes, si je ne m'abuse, en prose. Et on va donc commencer les contes en vers. Ils sont au nombre de 3. Mais ce soir, nous n'en lirons qu'un. Et pour cause, il y a 2 dédicaces, une préface et donc le conte. Donc ça va déjà nous prendre pas mal de temps, je crois. Et on se réserve les 2 derniers contes en vers pour vendredi 21h. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, le programme de la session est disponible directement dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture de cette vidéo. Il y a des timecodes, il y a du chapitrage, il vous suffit d'un clic pour passer directement à la lecture. Comme ça, tout est bon. Et je ne comprends pas, Jumpy, de quoi tu parlais en disant le message. Mais en tout cas, bonsoir, Jumpy, bienvenue sur le live. Merci pour ton renouvellement d'abonnement encore une fois. Du coup, ça s'enchaîne, mais parce que vu que j'ai pas live pendant quelques temps, bah ça fait que vous vous réabonnez 2 lives de suite. C'est un peu bizarre, mais bon, bref. Bonsoir Dimal également, bonsoir Charline, ça me fait plaisir de te voir parmi nous, ça me fait plaisir de voir que tu as créé un compte exprès et tout, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. J'espère que tu te plairas sur mon live. Je vais en profiter tant que je suis dans les merci pour dire merci à tous ceux qui ont follow pendant que j'étais en off. Je pense à Adil Benz, je pense à Oned, je pense à Mail d'Aurore, je pense à Bomberman et je pense à Jenna. Donc merci à tous. Merci à tous, merci à tous. Bonsoir Frénésie, comment tu vas? Comment tu vas? Kilala kawaii. Bref, trop de monde ce soir, ça fait trop plaisir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire. On va essayer de passer un agréable moment tous ensemble. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Santé. Et du coup, ce soir, je vais essayer d'aller rapide sur l'introduction pour une raison très particulière. Vous savez que je vous dis à chaque fois que je dois aller vite et que à chaque fois, vu que je suis une véritable pipelette, j'ai tendance à faire durer beaucoup trop longtemps l'introduction et les pauses. Mais ce soir, il y a un cas particulier. Déjà, avant qu'on entame davantage le live, je crois que Wizbot a quelques difficultés ce soir. J'ai pas réussi à connecter mon compte, etc. Bref. Donc peut-être que les commandes dans le chat ne fonctionneront pas, je ne sais pas trop. Moi, ça n'a pas fonctionné tout à l'heure en tout cas. Mais bon, c'est entre peu et pas grave. Au pire, toutes les informations que vous pouvez trouver grâce aux commandes dans le chat, vous pouvez les trouver soit sous le live, soit dans la description YouTube et ainsi de suite. Et en plus, Jumpy tente les commandes et ça fonctionne. Donc bon, voilà. Tout est réglé. Jumpy, modératrice, réparatrice, incroyable. Magicienne, hein, n'est-ce pas? Sinon, qu'est-ce que j'allais dire également? Oui, pour je ne sais quelle raison, alors que j'ai pas changé mes réglages ni quoi que ce soit, j'ai entendu que mon ordinateur faisait des petits bruits suspects que mon micro captait. Donc je pense avoir réglé le problème, mais n'hésitez surtout pas à me dire si à un moment vous entendez des sons étranges en fond. J'essaierai de couper ça rapidement. Du coup, pourquoi je veux me lancer rapidement? Puisque comme je vous l'ai dit, ce soir je planifie de ne lire qu'un seul conte d'ailleurs qui est annoncé par Perrault comme une nouvelle et non pas un conte par rapport à tous les autres. Il s'agit donc de Griselidis, j'espère qu'on dit bien comme ça. Malheureusement, j'ai pas trouvé de source forcément sur internet pour dire si c'était Griselidi, ouais, je vois pas comment le dire autrement. Parce que Griselidis, je trouve ça trop bizarre, Griselidis. Donc ouais, moi je vais dire Griselidis, en espérant que ce soit la bonne version. J'espère ne pas écorcher le texte de Perrault. Surtout qu'aujourd'hui on est en vert, comme je le disais, donc voilà, c'est peut-être encore plus stylistique que la fois passée. Euh, et donc, on a surtout la lecture de préface et de dédicace. Enfin, non, parce que Griselidis c'est beaucoup plus long que les préfaces et ses dédicaces, mais voilà. Je pense que ça remplira un live rien que ça. Donc, j'ai eu du mal à me dire comment j'allais faire la découpe du live de ce soir. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous lire la préface et la première dédicace rapidement. Ensuite, je ferai une pause très très brève
Ensuite, on part pour Griselidis, que je vous lis d'une traite, parce que j'ai pas envie de couper en plein milieu un texte en vers en plus, ça ferait bizarre, je trouve. Et ensuite, une micro-pause, et limite dans l'outro, je vous lirai la seconde dédicace. Voilà à peu près comment ça va se goupiller pour aujourd'hui. Et donc, vendredi 21h, on terminera les contes en vers, mais on terminera la session sur Charles Perrault avec les contes Podane et les souhaits ridicules. D'ailleurs, les contes en vers, je me suis renseigné un peu sur internet et j'ai vu qu'ils avaient été publiés et écrits plus tôt que les contes de ma mère Loi. Donc ça me questionne un petit peu sur le fait du coup que ça soit publié dans ce sens-là, dans cette édition. En fait, je pense qu'ils ont juste mis les contes les plus connus en premier. Et puis potentiellement aussi, vu qu'ils sont en prose et non en vers, ils sont peut-être plus accessibles, en tout cas, ils font un peu moins peur. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu tiquer, parce que je sais pas pourquoi, mais je sais que je trouve ça... Enfin, si en vrai j'ai des indices de pourquoi, mais je trouve ça hyper intéressant de lire l'œuvre, ou même de consommer l'œuvre, que ce soit de la musique, que ce soit du cinéma, etc., d'un artiste de manière chronologique. Je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à faire ça. Alors après, on peut trier les choses de maintes et maintes manières, mais ouais, je sais pas, ça m'interloque, ça m'interpelle qu'ils aient fait ce choix, mais bon, admettons. Euh, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire, sachant que cette semaine, il n'y aura pas d'autres lives a priori, pardon, sauf peut-être un live jeudi soir si je suis en forme et si j'ai le time. Euh, jeudi soir, pardon, donc à 21h. Et donc ça serait, je pense, une session de Sea of Thieves, donc une session de piraterie, avec l'ami Walkirax sur la saison 4 qui débarque ce jeudi donc. Et où apparemment il y aura des événements avec les sirènes dans l'eau et tout, donc je suis hyper hypé, ça me donne trop envie. Ça me donne beaucoup trop envie. Merci pour le follow Charline, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. J'ai les élus en fac de lettres, ça remonte. Oh, ça remonte tant que ça. Attends, j'ai vu ta photo, t'as pas l'air si... t'as pas l'air d'avoir 40 piges, quoi. Enfin, en bref. Du coup, Opodan, c'est un conte qui a marqué mon enfance. Ah bah, ça sera vendredi, du coup, Frénésie, si tu veux être là pour la lecture. Mais c'est vrai que Podan, j'ai l'impression que ça m'a aussi marqué. Je m'en rappelle assez peu, mais ça m'a marqué. Bonsoir Zikael, bienvenue, comment tu vas? Merci de le demander quant à ma personne, ça va pas trop mal, ça va pas trop mal. 28 ans, bah ça va, 28 ans, ça va. J'ai 26 ans, c'est par 2 ans qu'on devient vieux. Euh, j'essaie de me rassurer par rapport à ma propre longévité. Bref, on va partir assez rapidement comme je le disais du coup. Et je vous propose d'ailleurs de commencer directement avec la préface et la dédicace. En fait, limite, j'ai envie de les intégrer à l'introduction presque. Parce que bon, c'est un peu spécial la lecture, comment elle se découpe ce soir, je vais pas mentir. Hop, c'est ça, mais toi aussi, Charline, bien sûr. Bien sûr. Ok, let's go. Je passe sur le setup lecture. On est bon. Et donc, je vous dis à dans quelques toutes petites brèves minutes pour un tout petit débrief et une toute petite pause avant qu'on entame le gros du sujet de ce soir, à savoir Griselidis. A tout de suite les amis, bonne écoute à tous, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Contes en vers. Préface. La manière dont le public a reçu les pièces de ce recueil, à mesure qu'elles lui ont été données séparément, est une espèce d'assurance qu'elles ne lui déplairont pas en paraissant toutes ensemble. Il est vrai que quelques personnes qui affectent de paraître graves et qui ont assez d'esprit pour voir que ce sont des contes faits à plaisir et que la matière n'en est pas fort importante, les ont regardés avec mépris. Mais on a eu la satisfaction de voir que les gens de bon goût n'en ont pas jugé de la sorte. Ils ont été bien aises de remarquer que ces bagatelles n'étaient pas de pures bagatelles, qu'elles renfermaient une morale utile, et que le récit enjoué, dont elles étaient enveloppées, n'avait été choisi que pour les faire entrer plus agréablement dans l'esprit, et d'une manière qui instruisit et divertit tout ensemble. Cela devrait me suffire pour ne pas craindre le reproche de m'être amusé à des choses frivoles. Mais comme j'ai affaire à bien des gens qui ne se payent pas de raison, et qui ne peuvent être touchés que par l'autorité et par l'exemple des anciens,
Je vais les satisfaire là-dessus. Les fables milésiennes, si célèbres parmi les Grecs, et qui ont fait les délices d'Athènes et de Rome, n'étaient pas d'une autre espèce que les fables de ce recueil. L'histoire de la matrone d'Éphèse est de la même nature que celle de Grisélidis. Ce sont l'une et l'autre des nouvelles, c'est-à-dire des récits de choses qui peuvent être arrivées, et qui n'ont rien qui blesse absolument la vraisemblance. La fable de Psyché, écrite par Lucien et par Apulée, est une fiction toute pure, et un conte de vieille comme celui de Podane. Aussi, voyons-nous qu'Apulée le fait raconter par une vieille femme à une jeune fille que des voleurs avaient enlevée, de même que celui de Podane est conté tous les jours à des enfants par leur gouvernante et par leur grand-mère. La fable du laboureur, qui obtint de Jupiter le pouvoir de faire comme il lui plairait la pluie et le beau temps, et qui en usa de telle sorte qu'il ne recueillit que de la paille sans aucun grain, parce qu'il n'avait jamais demandé ni vent, ni froid, ni neige, ni aucun temps semblable, chose nécessaire cependant pour faire fructifier les plantes, cette fable, dis-je, est de même genre que le conte des souhaits ridicules, si ce n'est que l'un est sérieux et l'autre comique. Mais tous les deux vont à dire que les hommes ne connaissent pas ce qui leur convient, et sont plus heureux d'être conduits par la Providence que si toute chose leur succédait selon qu'ils le désirent. Je ne crois pas qu'ayant devant moi de si beaux modèles dans la plus sage et la plus docte antiquité, on soit en droit de me faire aucun reproche. Je prétends même que mes fables méritent mieux d'être racontées que la plupart des contes anciens, et particulièrement celui de la matrone d'Éphèse et celui de Psyché, si l'on les regarde du côté de la morale, chose principale dans toutes sortes de fables, et pour laquelle elles doivent avoir été faites. Toute la moralité qu'on peut tirer de la matrone d'Éphèse est que souvent les femmes qui semblent les plus vertueuses le sont le moins, et qu'ainsi il n'y en a presque point qui le soient véritablement. Qui ne voit que cette morale est très mauvaise, et qu'elle ne va qu'à corrompre les femmes par le mauvais exemple, et à leur faire croire qu'en manquant à leur devoir, elles ne font que suivre la voie commune. Il n'en est pas de même de la morale de Grisélidis, qui tente à porter les femmes à souffrir de leur mari, et à faire voir qu'il n'y en a point de si brutal ni de si bizarre, dont la patience d'une honnête femme ne puisse venir à bout. À l'égard de la morale cachée dans la fable de Psyché, fable en elle-même très agréable et très ingénieuse, je la comparerai avec celle de Podane quand je la saurai, mais jusqu'ici je n'ai pu la deviner. Je sais bien que Psyché signifie l'âme, mais je ne comprends point ce qu'il faut entendre par l'amour qui est amoureux de Psyché, c'est-à-dire de l'âme, et encore moins ce qu'on ajoute, que Psyché devait être heureuse tant qu'elle ne connaîtrait point celui dont elle était aimée, qui était l'amour, mais qu'elle serait très malheureuse dès le moment qu'elle viendrait à le connaître. Voilà pour moi une énigme impénétrable. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette fable, de même que la plupart de celles qui nous restent des anciens, n'ont été faites que pour plaire sans égard aux bonnes mœurs qu'ils négligeaient beaucoup. Il n'en est pas de même des contes que nos aïeux ont inventés pour leurs enfants. Ils ne les ont pas contés avec l'élégance et les agréments dont les Grecs et les Romains ont orné leurs fables. Mais ils ont toujours eu un très grand soin que leurs contes renfermassent une moralité louable et instructive. Partout la vertu y est récompensée, et partout le vice y est puni. Ils tendent tous à faire voir l'avantage qu'il y a d'être honnête, patient, avisé, laborieux, obéissant, et le mal qui arrive à ceux qui ne le sont pas. Tantôt ce sont des fées qui donnent pour don à une jeune fille qui leur aura répondu avec civilité qu'à chaque parole qu'elle dira, il lui sortira de la bouche un diamant ou une perle, et à une autre fille qui leur aura répondu brutalement qu'à chaque parole il lui sortira de la bouche une grenouille ou un crapaud. Tantôt ce sont des enfants qui, pour avoir bien obéi à leur père ou à leur mère, deviennent grands seigneurs, ou d'autres qui, ayant été vicieux et désobéissants, sont tombés dans les malheurs épouvantables. Quelque frivoles et bizarres que soient toutes ces fables dans leurs aventures, il est certain qu'elles excitent dans les enfants le désir de ressembler à ceux qu'ils voient devenir heureux, et en même temps la crainte des malheurs où les méchants sont tombés par leur méchanceté. N'est-il pas louable à des pères et à des mères, lorsque leurs enfants ne sont pas encore capables de goûter les vérités solides et dénuées de tous agréments, de les leur faire aimer, et si cela se peut dire, les leur faire avaler, en les enveloppant dans des récits agréables et proportionnés à la faiblesse de leur âge? Il n'est pas croyable avec quelle avidité ces âmes innocentes, et dont rien n'a encore corrompu la droiture naturelle, reçoivent ces instructions cachées. On les voit dans la tristesse et dans l'abattement, tant que le héros ou l'héroïne de conte sont dans le malheur, et s'écrier de joie quand le temps de leur bonheur arrive. De même qu'après avoir souffert impatiemment la prospérité du méchant ou de la méchante, ils sont ravis de les voir enfin punis comme ils le méritent. Ce sont des semences qu'on jette qui ne produisent d'abord que des mouvements de joie et de tristesse, mais dont il ne manque guère d'éclore de bonnes inclinations.
J'aurais pu rendre mes contes plus agréables en y mêlant certaines choses un peu libres, dont on a accoutumé de les égayer. Mais le désir de plaire ne m'a jamais assez tenté pour violer une loi que je me suis imposée de ne rien écrire qui pût blesser ou la pudeur ou la bienséance. Voici un madrigal qu'une jeune demoiselle de beaucoup d'esprit a composé sur ce sujet, et qu'elle a écrit au-dessous du conte de Podane que je lui avais envoyé. Le conte de Podane est ici raconté avec tant de naïveté qu'il ne m'a pas moins diverti que quand auprès du feu ma nourrice ou mamie tenait en le faisant mon esprit enchanté. On y voit par endroits quelques traits de satire, mais qui sans fiel et sans malignité, à tous également font du plaisir à lire. Ce qui me plaît encore dans sa simple douceur, c'est qu'il divertit et fait rire, sans que mère, époux, confesseur y puissent trouver à redire. Et donc j'enchaîne directement avec une dédicace à une mademoiselle qui restera mystérieuse et inconnue, puisqu'on a des petites étoiles pour son nom. À mademoiselle. En vous offrant, jeune et sage beauté, ce modèle de patience, je ne me suis jamais flatté que par vous de tout point il serait imité, s'en serait trop en conscience. Mais Paris, où l'homme est poli, où le beau sexe né pour plaire trouve son bonheur accompli, de tous côtés est si rempli d'exemples du vice contraire, qu'on ne peut en toute saison, pour s'en garder ou s'en défaire, avoir trop de contrepoison. Une dame aussi patiente que celle dont ici je relève le prix, serait partout une chose étonnante, mais ce serait un prodige à Paris. Les femmes y sont souveraines, tout s'y règle selon leurs vœux. Enfin, c'est un climat heureux, qui n'est habité que de reines. Ainsi, je vois que de toute façon, Grisélidis y sera peu prisée, et qu'elle y donnera matière de risée, par ses trop antiques leçons. Ce n'est pas que la patience ne soit une vertu des dames de Paris, mais par un long usage, elles ont la science de la faire exercer par leur propre mari. Et c'est la fin de la dédicace, les amis. Je repasse sur le setup discussion, mais vraiment très très brièvement. Je fais une microscopique pause. On discute 2-3 secondes de la préface et de la dédicace, et je me prépare vocalement. Je me mets en état pour la lecture de Grisélidis, qui va quand même être assez longue. Je crois qu'elle fait carrément une trentaine de pages. Donc une trentaine de pages en vers, ça va être quand même assez balèze à lire. Il faut que je me prépare psychologiquement. Et du coup, c'est marrant parce que dans la préface, il fait mention à un conte qu'on a déjà lu du coup. Le conte avec les pierres précieuses qui sortent de la bouche. C'était le conte des fées, je crois. Je crois que c'était les fées. Je reprends vite fait pour voir, mais il me semble. Ouais, qui avait deux filles, etc., etc. Ouais, c'est ça. Donc c'est marrant qu'il parle. Je me demande si la préface a été faite avant ou après du coup. J'ai vachement de mal, j'en sais rien du tout en fait. Parce que je crois, de ce que j'ai vu tout à l'heure sur internet, je crois que la première fois que les contes en vers et les contes de ma mère Loi ont été rassemblés en une seule édition, je pense que c'était de manière posthume par rapport à Perrault. Donc je pense pas que ce soit lui qui ait décidé de cet ordre-là. Donc j'aurais tendance à dire que cette préface et cette dédicace, c'était uniquement pour la publication des contes en vers et que donc les contes qu'on a déjà lus n'existaient pas. Donc du coup c'est marrant parce que il parle d'un truc sur lequel il avait peut-être déjà travaillé, qu'il avait peut-être déjà en tête et qu'il allait faire plus tard. C'est rigolo. Et puis peut-être aussi que, encore une fois, je le rappelle, le job, entre guillemets, qu'a pu faire Perrault, qu'ont pu faire les frères Grimm ou Andersen, c'est vraiment fixé à l'écrit quelque chose d'une tradition orale. Donc peut-être qu'ils prenaient ça vraiment comme une référence qu'à l'époque tout le monde connaissait, quoi. Ça, je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, est-ce qu'il y a moyen de trouver le nombre de pieds et du coup de savoir comment se prononce Grisélidis? Mais est-ce qu'il va pas changer la manière de le prononcer selon le nombre de pieds dont il a besoin? Ça, c'est un truc qui arrive souvent aussi. Alors, ainsi, je vois que de toute façon,
toute façon, du coup. Toute façon, donc j'aurais dit 10. Griselidis y sera peu prisé. Ouais, donc ça doit être 10. Et qu'elle y donnera matière de riser. Donc ça doit être matière. Enfin oui, de toute façon c'est matière. Et qu'elle y donnera matière de riser. Ah non, matière de riser ça fait trop. Matière de riser ça fait 11. Par c'est trop antique que le son. Ouais bah non, en fait c'est pas régulier du tout. Ce n'est pas que la patience. Ouais non, c'est pas du tout. C'est pas du tout des vers. Comment on appelle ça? Je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'études sur la poésie, sur les vers et tout. Mais les vers ne sont pas du tout réguliers en fait. Nul. Exactement, Zika. Je suis déçu, je croyais que c'était le cas. Même si en vérité, moi, c'est des règles que je respecte pas du tout quand j'écris de la poésie, par exemple. Mais je croyais que c'était de cette manière. Euh, Bah, ça serait plutôt des vers libres, du coup. Parce que la prose, c'est l'inverse du vers, entre guillemets. Donc du coup, ça serait plutôt des vers libres en soi. Ça s'appelle pas un dizain. Ouais, quand il y a 10 pieds, ça s'appelle un dizain, en effet, je crois. Et du coup, bonsoir Sulomix, bienvenue sur le live. Mais là, il n'y a pas que il y a pas que des dizains, il y a des huitains, etc. aussi. Donc je pense que la forme n'est pas fixe. Donc je pense que quand la forme n'est pas fixe, c'est un vers libre. Donc du coup, je pense que c'est écrit en vers libre. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Ça remonte à un peu longtemps là, les cours là-dessus, j'avoue. Bref. Et du coup, sinon, ouais, je sais pas. Je vous avais déjà dit qu'il y avait eu de nombreux débats et de nombreuses guéguerres entre différents mouvements et différents groupes d'auteurs sur est-ce que les fables c'est fait pour les enfants, est-ce que les contes sont faits pour les enfants et ainsi de suite. Là, il défend un petit peu son propos en disant que la moralité est au-dessus de tout, en disant aussi que ces contes sont presque meilleurs que les contes antiques. Euh, c'est un truc avec lequel j'ai du mal, les gens qui disent ouais, ce que je fais c'est mieux que ce que font les autres. Donc du coup, ça m'a un peu fait tiquer. Et puis bon, le rôle qu'il a l'air de réserver à la femme dans son texte de Griselidis a l'air très discutable, voilà. Donc on va voir ce que ça nous réserve. Mais ça m'a fait plus peur qu'autre chose au final la préface. Mais bon, après c'est une autre époque, c'est un autre temps, donc c'est difficile aussi d'imaginer quel était le comment dire, l'écrin. Ça veut rien dire ce que je dis. Le cadre de l'époque. Voilà. Hmm, non, je crois que t'as raison, Sulomix. Je crois pas que ce soit les strophes. Je crois que les strophes, c'est appelé par d'autres noms. Un dizain, je pense que c'est 10 pieds, hein. Il y a les alexandrins, les huitains, les dizains. Je me rappelle plus en fait. Je suis plus très chaud là-dessus. Les tercets et les quatrains, je me rappelle même plus non plus. Bref, je suis un peu largué, j'avoue, sur ces questions. C'est un truc qui date vraiment trop. Bien, Griselidis, que je prononcerai certainement Griselidis tout le temps. Eh bien, on va pouvoir s'y attaquer. On est sur du quasiment 40 pages en vérité. Ouf. Du coup, 40 pages d'une nouvelle en vers, puisque l'auteur précise bien nouvelle et non conte pour cette fois-ci. J'espère que ça va pas être trop indigeste. En général, c'est pas quelque chose qui me fait peur, les textes en vers. Je vous ai déjà lu pas mal de poésie en live et c'était très sympathique. Mais là, je sais pas, c'est un exercice. J'ai l'impression que c'est un nouvel exercice. J'ai l'impression que c'est une forme de texte à laquelle je me suis jamais confronté. Donc ça va être intéressant, mais j'appréhende un peu. Si un dizain c'est 10 vers et 10 syllabes dans un vers, c'est un décasyllabe. Ah bah oui, je suis con. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci Sulomix pour les précisions, pour les recherches. Putain, j'avoue, c'est ouf. Ça me fait vraiment des relents de collège, quoi. Parce que ces trucs-là, j'ai l'impression de ne pas les avoir étudiés depuis le collège, quoi.
Allez, let's go. J'ai dit que je faisais pas trop long et je suis en train de partir dans des diatribes infinies. Et diatribe, ça veut pas du tout dire ça, mais chut, c'est pas. On est parti pour la lecture de Griselidis. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et vous dis à tout à l'heure. Là, je pense qu'on en a bien pour près de 30 minutes de lecture, au moins. On verra. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne écoute à tous, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et à tout à l'heure. Griselidis. Nouvelle. Au pied des célèbres montagnes, où le Pô s'échappant de dessous ses roseaux, va dans le sein des prochaines campagnes promener ses naissantes eaux, vivait un jeune et vaillant prince. Les délices de sa province, le ciel, en le formant, sur lui tout à la fois versa ce qu'il a de plus rare, ce qu'entre ses amis d'ordinaire il sépare, et qu'il ne donne qu'au grand roi. Comblé de tous les dons et du corps et de l'âme, il fut robuste, adroit, propre au métier de Mars, et par l'instinct secret d'une divine flamme, avec ardeur il aima les beaux-arts. Il aima les combats, il aima la victoire, les grands projets, les actes valeureux, et tout ce qui fait vivre un beau nom dans l'histoire. Mais son cœur tendre et généreux fut encore plus sensible à la solide gloire de rendre ses peuples heureux. Ce tempérament héroïque fut obscurci d'une sombre vapeur qui, chagrine et mélancolique, lui faisait voir dans le fond de son cœur tout le beau sexe infidèle et trompeur. Dans la femme, où brillait le plus rare mérite, il voyait une âme hypocrite, un esprit d'orgueil enivré, un cruel ennemi qui sans cesse n'aspire qu'à prendre un souverain empire sur l'homme malheureux qui lui sera livré. Le fréquent usage du monde, où l'on ne voit qu'époux subjugués ou trahis, joint à l'air jaloux du pays, accrut encore cette haine profonde. Il jura donc plus d'une fois que, quand même le ciel pour lui plein de tendresse formerait une autre Lucrèce, jamais de l'hyménée il ne suivrait les lois. Ainsi, quand le matin qu'il donnait aux affaires, il avait réglé sagement toutes les choses nécessaires au bonheur du gouvernement, que du faible orphelin, de la veuve oppressée, il avait conservé les droits, ou banni quelque impôt qu'une guerre forcée avait introduit autrefois, l'autre moitié de la journée à la chasse était destinée, où les sangliers et les ours, malgré leur fureur et leurs armes, lui donnaient encore moins d'alarme que le sexe charmant qu'il évitait toujours. Cependant, ces sujets que leur intérêt presse de s'assurer d'un successeur qui les gouverne un jour avec même douceur, à leur donner un fils le conviaient sans cesse. Un jour, dans le palais, ils vinrent tous encore, pour faire leurs derniers efforts. Un orateur d'une grave apparence, et le meilleur qui fut alors, dit tout ce qu'on peut dire en pareille occurrence. Il marqua leur désir pressant de voir sortir du prince une heureuse lignée, qui rendit à jamais leur état florissant. Il lui dit même en finissant qu'il voyait un astre naissant issu de son chaste hyménée, qui faisait pâlir le croissant. D'un ton plus simple et d'une voix moins forte, le prince à ses sujets répondit de la sorte. Le zèle ardent, dont je vois qu'en ce jour vous me portez au nœud du mariage, me fait plaisir, et met de votre amour un agréable témoignage. J'en suis sensiblement touché, et voudrais dès demain pouvoir vous satisfaire. Mais à mon sens l'hymen est une affaire où plus l'homme est prudent, plus il est empêché. Observez bien toutes les jeunes filles, tant qu'elles sont au sein de leur famille, ce n'est que vertu, que bonté, que pudeur, que sincérité, mais sitôt que le mariage au déguisement a mis fin, et qu'ayant fixé leur destin, il n'importe plus d'être sages, elles quittent leur personnage, non sans avoir beaucoup pâti, et chacune dans son ménage selon son gré prend son parti. L'une d'humeur chagrine, et que rien ne récrée, devient une dévote outrée, qui crie et gronde à tout moment. L'autre se façonne en coquette, qui sans cesse écoute ou caquette, et n'a jamais assez d'amants. Celle-ci, des beaux-arts follement curieuse, de tout décide avec hauteur, et critiquant le plus habile auteur, prend la forme de précieuse. Cette autre s'érige en joueuse, perd tout, argent, bijoux, bagues, meubles de prix, et même jusqu'à ses habits. Dans la diversité des routes qu'elles tiennent, il n'est qu'une chose, où je vois qu'enfin toutes elles conviennent, c'est de vouloir donner la loi. Or je suis convaincu que dans le mariage on ne peut jamais vivre heureux, quand on y commande tous deux. Si donc vous souhaitez qu'à l'hymen je m'engage, cherchez une jeune beauté sans orgueil et sans vanité, d'une obéissance achevée, d'une patience éprouvée, et qui n'ait point de volonté. Je la prendrai quand vous l'aurez trouvée.
Le prince, ayant mis fin à ce discours moral, monte brusquement à cheval, et court joindre à perte haleine sa meute qui l'attend au milieu de la plaine. Après avoir passé des prés et des guérets, il trouve ses chasseurs couchés sur l'herbe verte. Tous se lèvent et, tous alertes, font trembler de leur corps les hôtes des forêts. Des chiens courant la boyante famille, de ça, de là, parmi le chaume brille, et les limiers à l'œil ardent qui du fort de la bête à leur poste reviennent, entraînent en les regardant les forts valets qui les retiennent. S'étant instruit par un des siens, si tout est prêt, si l'on est sur la trace, il ordonne aussitôt qu'on commence la chasse et fait donner le cerf aux chiens. Le son des cors qui retentissent, le bruit des chevaux qui hennissent et des chiens animés les pénétrants à bois, remplissent la forêt de tumulte et de trouble, et pendant que l'écho sans cesse les redouble, s'enfoncent avec eux dans les plus creux du bois. Le prince, par hasard ou par sa destinée, prit une route détournée où nul des chasseurs ne le suit. Plus il court, plus il s'en sépare. Enfin, à tel point il s'égare que des chiens et des cors il n'entend plus le bruit. L'endroit où le mena sa bizarre aventure, clair de ruisseaux et sombre de verdure, saisissait les esprits d'une secrète horreur. La simple et naïve nature s'y faisait voir et si belle et si pure que 1000 fois il bénit son erreur. Rempli des douces rêveries qu'inspirent les grands bois, les eaux et les prairies, il sent soudain frapper et son cœur et ses yeux par l'objet le plus agréable, le plus doux et le plus aimable qu'il eût jamais vu sous les cieux. C'était une jeune bergère qui filait au bord d'un ruisseau, et qui, conduisant son troupeau, d'une main sage et ménagère, tournait son agile fuseau. Elle aurait pu dompter les cœurs les plus sauvages. Délices sont teintes à la blancheur, et sa naturelle fraîcheur s'était toujours sauvée à l'ombre des bocages. Sa bouche, de l'enfance, avait tout l'agrément, et ses yeux qu'adoucit une brune paupière, plus bleue que n'est le firmament, avaient aussi plus de lumière. Le prince, avec transport, dans le bois se glissant, contemple les beautés dont son âme est émue. Mais le bruit qu'il fait en passant de la belle sur lui fit détourner la vue. Dès qu'elle se vit aperçue, d'un brillant incarnat la prompte et vive ardeur de son beau teint redoubla la splendeur, et sur son visage épandu, y fit triompher la pudeur. Sous le voile innocent de cette honte aimable, le prince découvrit une simplicité, une douceur, une sincérité, dont il croyait le beau sexe incapable, et qu'il voit là dans toute leur beauté. Saisi d'une frayeur pour lui toute nouvelle, il s'approche interdit, et plus timide qu'elle, lui dit d'une tremblante voix que de tous ses veneurs il a perdu la trace, et lui demande si la chasse n'a point passé quelque part dans le bois. « Rien n'a paru, Seigneur, dans cette solitude, dit-elle, et nul ici que vous seul n'est venu. Mais n'ayez point d'inquiétude, je remettrai vos pas sur un chemin connu. De mon heureuse destinée je ne puis, lui dit-il, trop rendre grâce aux dieux. Depuis longtemps je fréquente ces lieux, mais j'avais ignoré jusqu'à cette journée ce qu'ils ont de plus précieux. Dans ce temps, elle voit que le prince se baisse sur le moite bord du ruisseau, pour étancher dans le cours de son eau la soif ardente qui le presse. Seigneur, attendez un moment, dit-elle, et courant promptement vers sa cabane, elle y prend une tasse qu'avec joie et de bonne grâce, elle présente à ce nouvel amant. Les vases précieux de cristal et d'agate, où l'or en 1000 endroits éclate, et qu'un art curieux avec soin façonna, n'eurent jamais pour lui dans leur pompe inutile tant de beauté que le vase d'argile que la bergère lui donna. Cependant, pour trouver une route facile qui mène le prince à la ville, il traverse des bois, des rochers escarpés et de torrents entrecoupés. Le prince n'entre point dans de routes nouvelles, sans en bien observer tous les lieux d'alentour, et son ingénieux amour, qui songeait au retour, en fit une carte fidèle. Dans un bocage sombre et frais, enfin la bergère le mène, où de dessous ses branchages épais, il voit au loin dans le sein de la plaine les toits dorés de son riche palais. S'étant séparé de la belle, touché d'une vive douleur, à pas lents il s'éloigne d'elle, chargé du trait qui lui perce le cœur. Le souvenir de sa tendre aventure avec plaisir le conduisit chez lui, mais dès le lendemain il sentit sa blessure, et se vit accablé de tristesse et d'ennui. Dès qu'il le peut, il retourne à la chasse, où de sa suite adroitement il s'échappe et se débarrasse pour s'égarer heureusement. Des arbres et des monts les cimes élevées, qu'avec grand soin il avait observés, et les avis secrets de son fidèle amour, le guidèrent si bien, que malgré les traverses de 100 routes diverses, de sa jeune bergère il trouva le séjour. Il sut qu'elle n'a plus que son père avec elle,
que Grisélidis on l'appelle, qu'ils vivent doucement du lait de leurs brebis, et que de leur toison qu'elles seules elles filent, sans avoir recours à la ville, ils font eux-mêmes leurs habits. Plus il la voit, plus il s'enflamme des vives beautés de son âme, il connaît en voyant tant de dons précieux, que si la bergère est si belle, c'est qu'une légère étincelle de l'esprit qui l'anime a passé dans ses yeux. Il ressent une joie extrême d'avoir si bien placé ses premières amours. Ainsi, sans plus tarder, il fit dès le jour même assembler son conseil et lui tint ce discours. Enfin, aux lois de l'Hyménée, suivant vos vœux, je me vais engager. Je ne prends point ma femme en pays étranger, je la prends parmi vous, belle, sage, bien née, ainsi que mes aïeux ont fait plus d'une fois. Mais j'attendrai cette grande journée à vous informer de mon choix. Dès que la nouvelle fut sue, partout elle fut répandue. On ne peut dire avec combien d'ardeur l'allégresse publique de tous côtés s'explique. Le plus content fut l'orateur, qui par son discours pathétique croyait d'un si grand bien-être l'unique auteur, qu'il se trouvait homme de conséquence. Rien ne peut résister à la grande éloquence, disait-il sans cesse en son cœur. Le plaisir fut de voir le travail inutile des belles de toute la ville, pour s'attirer et mériter le choix du prince leur seigneur, qu'un air chaste et modeste charmait uniquement et plus que tout le reste, ainsi qu'il l'avait dit 100 fois. D'habits et de maintien, toutes elles changèrent, d'un ton dévot elles toussèrent, elles radoucirent leur voix, de demi-pied les coiffures baissèrent, la gorge se couvrit, les manches s'allongèrent, à peine on leur voyait le petit bout des doigts. Dans la ville, avec diligence, pour l'hymen dont le jour s'avance, on doit travailler tous les arts. Ici se font de magnifiques chars d'une forme toute nouvelle, si beaux et si bien inventés, que l'or qui partout étincelle en fait la moindre des beautés. Là, pour voir aisément et sans aucun obstacle toute la pompe du spectacle, on dresse de longs échafauds, ici de grands arcs triomphaux, où du prince guerrier se célèbre la gloire, et de l'amour sur lui l'éclatante victoire. Là sont forgés d'un art industrieux ces feux qui par les coups d'un innocent tonnerre, en effrayant la terre, de 1000 astres nouveaux embellissent les cieux. Là, d'un ballet ingénieux, se concerte avec soin l'agréable folie, et là d'un opéra peuplé de 1000 dieux, le plus beau que jamais ait produit l'Italie, on entend répéter les airs mélodieux. Enfin, du fameux Hyménée, arriva la grande journée. Sur le fond d'un ciel vif et pur, à peine l'aurore vermeille confondait l'or avec l'azur, que partout en sursaut le beau sexe s'éveille. Le peuple curieux s'épand de tous côtés, en différents endroits des gardes sont postés pour contenir la populace, et la contraindre à faire place. Tout le palais retentit de clairons, de flûtes, de hautbois, de rustiques musettes, et l'on n'entend aux environs que des tambours et des trompettes. Enfin, le prince sort entouré de sa cour. Il s'élève un long cri de joie, mais on est bien surpris quand, au premier détour, de la forêt prochaine on voit qu'il prend la voie, ainsi qu'il faisait chaque jour. Voilà, dit-on, son penchant qui l'emporte, et de ses passions en dépit de l'amour, la chasse est toujours la plus forte. Il traverse rapidement les guérets de la plaine, et gagnant la montagne, il entre dans le bois au grand étonnement de la troupe qui l'accompagne. Après avoir passé par différents détours, que son cœur amoureux se plaît à reconnaître, il trouve enfin la cabane champêtre où logent ses tendres amours. Grisélidis, de l'hymen informé, par la voix de la renommée, en avait pris son bel habillement, et pour en aller voir la pompe magnifique, de dessous sa case rustique sortait en ce même moment. « Où courez-vous si prompte et si légère ?» lui dit le prince en l'abordant et tendrement la regardant. « Cessez de vous hâter, trop aimable bergère. La noce où vous allez, et dont je suis l'époux, ne saurait se faire sans vous. Oui, je vous aime, et je vous ai choisi entre 1000 jeunes beautés, pour passer avec vous le reste de ma vie, si toutefois mes vœux ne sont pas rejetés. »« Ah, dit-elle, Seigneur, je n'ai garde de croire que je sois destinée à ce comble de gloire. Vous cherchez à vous divertir. »« Non, non, dit-il, je suis sincère. J'ai déjà pour moi votre père. » Le prince avait eu soin de l'en faire avertir. « Daignez, bergère, y consentir, c'est là tout ce qui reste à faire. Mais afin qu'entre nous une solide paix éternellement se maintienne, il faudrait me jurer que vous n'aurez jamais d'autre volonté que la mienne. »« Je le jure, dit-elle, et je vous le promets. Si j'avais épousé le moindre du village, j'obéirais, son joug me serait doux. Hélas, combien donc d'avantages si je viens à trouver en vous, et mon seigneur, et mon époux. » Ainsi le prince se déclare, et pendant que la cour applaudit à son choix, il porte la bergère à souffrir qu'on la part des ornements qu'on donne aux épouses des rois.
Celles qu'à cet emploi leur devoir intéresse entrent dans la cabane, et là, diligemment, mettent tout leur savoir et toute leur adresse à donner de la grâce à chaque ajustement. Dans cette hutte où l'on se presse, les dames admirent sans cesse avec quel art la pauvreté s'y cache sous la propreté. Et cette rustique cabane, que couvre et rafraîchit un spacieux platane, leur semble un séjour enchanté. Enfin, de ce réduit sort pompeuse et brillante la bergère charmante. Ce ne sont qu'applaudissements sur sa beauté, sur ses habillements, mais sous cette pompe étrangère déjà plus d'une fois le prince a regretté des ornements de la bergère l'innocente simplicité. Sur un grand char d'or et d'ivoire, la bergère s'assied, pleine de majesté. Le prince y monte avec fierté, et ne trouve pas moins de gloire à se voir comme amant assise à son côté qu'à marcher en triomphe après une victoire. La cour les suit, et tous gardent leur rang, que leur donne leur charge ou l'éclat de leur sang. La ville, dans les champs presque toute sortie, couvrait les plaines d'alentour, et du choix du prince averti, avec impatience attendait son retour. Il paraît, on le joint. Parmi l'épaisse foule du peuple qui se fend, le char à peine roule. Par les longs cris de joie à tout coup redoublés, les chevaux émus et troublés se cabrent, trépignent, s'élancent et reculent plus qu'ils n'avancent. Dans le temple, on arrive enfin, et là, par la chaîne éternelle d'une promesse solennelle, les deux époux unissent leur destin. Ensuite au palais ils se rendent, où mille plaisirs les attendent, où la danse, les jeux, les courses, les tournois répandent l'allégresse en différents endroits. Sur ce soir, le blond Hyménée de ses chastes douceurs couronna la journée. Le lendemain, les différents états de toute la province accourent haranguer la princesse et le prince par la voix de leurs magistrats. De ces dames environnées, Grisélidis, sans paraître étonnée, en princesse les entendit, en princesse leur répondit. Elle fit toutes choses avec tant de prudence, qu'il sembla que le ciel eût versé ses trésors avec encore plus d'abondance sur son âme que sur son corps. Par son esprit, par ses vives lumières, du grand monde aussitôt elle prit les manières, et même dès le premier jour des talents, de l'humeur des dames de sa cour, elle se fit si bien instruire, que son bon sens jamais embarrassé, eut moins de peine à les conduire que ses brebis du temps passé. Avant la fin de l'an, des fruits de l'hyménée, le ciel bénit leur couche fortunée. Ce ne fut pas un prince, on l'eût bien souhaité, mais la jeune princesse avait tant de beauté que l'on ne songea plus qu'à conserver sa vie. Le père qui lui trouve un air doux et charmant, la venait voir de moment en moment, et la mère, encore plus ravie, la regardait incessamment. Elle voulut la nourrir elle-même. Ah, dit-elle, comment m'exempter de l'emploi que ces cris demandent de moi sans une ingratitude extrême? Par un motif de nature ennemie, pourrais-je bien vouloir de mon enfant que j'aime n'être la mère qu'à demi? Soit que le prince eût l'âme un peu moins enflammée qu'au premier jour de son ardeur, soit que de sa maligne humeur la masse se fût rallumée, et de son épaisse fumée eût obscurci ses sens et corrompu son cœur, dans tout ce que fait la princesse, il s'imagine voir peu de sincérité. Sa trop grande vertu le blesse, c'est un piège qu'on tend à sa crédulité. Son esprit inquiet et de trouble agité croit tous les soupçons qu'il écoute, et prend plaisir à révoquer en doute l'excès de sa félicité. Pour guérir les chagrins dont son âme est atteinte, il la suit, il l'observe, il aime à la troubler par les ennuis de la contrainte, par les alarmes de la crainte, par tout ce qui peut démêler la vérité d'avec la feinte. C'est trop, dit-il, me laisser endormir. Si ces vertus sont véritables, les traitements les plus insupportables ne feront que les affermir. Dans son palais, il la tient resserrée, loin de tous les plaisirs qui naissent à la cour, et dans sa chambre, où seule elle vit retirée, à peine il laisse entrer le jour. Persuadé que la parure et le superbe ajustement du sexe que pour plaire a formé la nature est le plus doux enchantement, il lui demande avec rudesse les perles, les rubis, les bagues, les bijoux qu'il lui donna pour marque de tendresse lorsque de son amant il devint son époux. Elle, dont la vie est sans tache, et qui n'a jamais eu la tâche qu'à s'acquitter de son devoir, les lui donne sans s'émouvoir, et même, le voyant se plaire à les reprendre, n'a pas moins de joie à les rendre qu'elle en eut à les recevoir. Pour m'éprouver, mon époux me tourmente, dit-elle, et je vois bien qu'il ne me fait souffrir qu'afin de réveiller ma vertu languissante, qu'un doux et long repos pourrait faire périr. S'il n'a pas ce dessein, du moins suis-je assuré que telle est du Seigneur la conduite sur moi, et que de tant de maux l'ennuyeuse durée n'est que pour exercer ma constance et ma foi. Pendant que tant de malheureuses errent au gré de leurs désirs, par mille routes dangereuses après de faux et vains plaisirs,
pendant que le Seigneur, dans sa lente justice, les laisse aller au bord du précipice sans prendre part à leur danger. Par un pur mouvement de sa bonté suprême, il me choisit comme un enfant qu'il aime, et s'applique à me corriger. Aimons donc sa rigueur utilement cruelle, on n'est heureux qu'autant qu'on a souffert, aimons sa bonté paternelle, et la main dont elle se sert. Le prince a beau la voir obéir sans contrainte à tous ses ordres absolus. Je vois le fondement de cette vertu feinte, dit-il, et ce qui rend tous mes coups superflus, c'est qu'ils n'ont porté leur atteinte qu'à des endroits où son amour n'est plus. Dans son enfant, dans la jeune princesse, elle a mis toute sa tendresse. À l'éprouver si je veux réussir, c'est là qu'il faut que je m'adresse, c'est là que je puis m'éclaircir. Elle venait de donner la mamelle au tendre objet de son amour ardent, qui couché sur son sein se jouait avec elle, et riait en la regardant. Je vois que vous l'aimez, lui dit-il. Cependant il faut que je vous l'ôte en cet âge encore tendre, pour lui former les mœurs et pour la préserver de certains mauvais airs qu'avec vous l'on peut prendre. Mon heureux sort m'a fait trouver une dame d'esprit qui saura l'élever, dans toutes les vertus et dans la politesse que doit avoir une princesse. Disposez-vous à la quitter, on va venir pour l'emporter. Il la laisse à ces mots, n'ayant pas le courage, ni les yeux assez inhumains, pour voir arracher de ses mains de leur amour l'unique gage. Elle de mille pleurs se baigne le visage, et dans un morne accablement, attend de son malheur le funeste moment. Dès que d'une action si triste et si cruelle, le ministre odieux à ses yeux se montra, « Il faut obéir, » lui dit-elle. Puis prenant son enfant qu'elle considéra, qu'elle baisa d'une ardeur maternelle, qui de ses petits bras tendrement la serra, tout en pleurs, elle le livra. Ah, que sa douleur fut amère! Arracher l'enfant ou le cœur du sein d'une si tendre mère, c'est la même douleur. Près de la ville était un monastère, fameux par son antiquité, où des vierges vivaient dans une règle austère sous les yeux d'une abbesse illustre en piété. Ce fut là que dans le silence, et sans déclarer sa naissance, on déposa l'enfant, et des bagues de prix, sous l'espoir d'une récompense digne des soins que l'on en aurait pris. Le prince, qui tâchait d'éloigner par la chasse le vif remords qui l'embarrasse sur l'excès de sa cruauté, craignait de revoir la princesse, comme on craint de revoir une fière tigresse à qui son faon vient d'être ôté. Cependant il en fut traité avec douceur, avec caresse, et même avec cette tendresse qu'elle eut au plus beau jour de sa prospérité. Par cette complaisance, et si grande et si prompte, il fut touché de regret et de honte, mais son chagrin demeura le plus fort. Ainsi, 2 jours après, avec des larmes feintes, pour lui porter encore de plus vives atteintes, il lui vint dire que la mort de leur aimable enfant avait fini le sort. Ce coup pinopiné, mortellement la blesse. Cependant, malgré sa tristesse, ayant vu son époux qui changeait de couleur, elle parut oublier son malheur, et n'avoir même de tendresse que pour le consoler de sa fausse douleur. Cette bonté, cette ardeur sans égale d'amitié conjugale, du prince tout à coup, désarmant la rigueur, le touche, le pénètre, et lui change le cœur, jusque-là qu'il lui prend envie de déclarer que leur enfant jouit encore de la vie. Mais sa bile s'élève, et fier lui défend de rien découvrir du mystère qu'il peut être utile de taire. Dès ce bienheureux jour, telle des 2 époux fut la mutuelle tendresse, qu'elle n'est point plus vive aux moments les plus doux entre l'amant et la maîtresse. 15 fois le soleil, pour former les saisons, habita tour à tour dans ces 12 maisons, sans rien voir qui les désunisse. Que si quelquefois par caprice il prend plaisir à la fâcher, c'est seulement pour empêcher que l'amour ne se ralentisse, tel que le forgeron qui, pressant son labeur, répand un peu d'eau sur la braise, de sa languissante fournaise pour en redoubler la chaleur. Cependant, la jeune princesse croissait en esprit et en sagesse. À la douceur, à la naïveté qu'elle tenait de son aimable mère, elle joignit de son illustre père l'agréable et noble fierté. L'amas de ce qui plaît dans chaque caractère fit une parfaite beauté. Partout comme un astre elle brille, et par hasard un seigneur de la cour, jeune, bien fait et plus beau que le jour, l'ayant vue paraître à la grille, conçut pour elle un violent amour. Par l'instinct qu'au beau sexe a donné la nature, et que toutes les beautés ont de voir l'invisible blessure que font leurs yeux au moment qu'ils la font, la princesse fut informée qu'elle était tendrement aimée. Après avoir quelque temps résisté comme on le doit avant que de se rendre, d'un amour également tendre, elle l'aima de son côté. Dans cet amant, rien n'était à reprendre. Il était beau, vaillant, né d'illustres aïeux, et dès longtemps pour en faire son gendre, sur lui le prince avait jeté les yeux.
Ainsi donc, avec joie, il apprit la nouvelle de l'ardeur tendre et mutuelle dont brûlaient ses jeunes amants, mais il lui prit une bizarre envie de leur faire acheter par de cruels tourments le plus grand bonheur de leur vie. Je me plairais, dit-il, à les rendre contents, mais il faut que l'inquiétude, par tout ce qu'elle a de plus rude, rende encore leur feu plus constant. De mon épouse en même temps j'exercerai la patience, non point comme jusqu'à ce jour pour assurer ma folle défiance, je ne dois plus douter de son amour, mais pour faire éclater aux yeux de tout le monde sa bonté, sa douceur, sa sagesse profonde, afin que de ces dons si grands, si précieux, la terre se voyant parée en soit de respect pénétrée, et par reconnaissance en rende grâce aux cieux. Il déclare en public que manquant de lignée, en qu'il état un jour retrouve son seigneur, que la fille qu'il eut de son fol hyménée, étant morte aussitôt que née, il doit ailleurs chercher plus de bonheur. Que l'épouse qu'il prend est d'illustre naissance, qu'en un couvent on l'a jusqu'à ce jour fait élever dans l'innocence, et qu'il va par l'hymen couronner son amour. On peut juger à quel point fut cruelle aux deux jeunes amants cette affreuse nouvelle. Ensuite, sans marquer ni chagrin ni douleur, il avertit son épouse fidèle qu'il faut qu'il se sépare d'elle, pour éviter un extrême malheur, que le peuple indigné de sa basse naissance le force à prendre ailleurs une digne alliance. Il faut, dit-il, vous retirer sous votre toit de chaume et de fougère, après avoir repris vos habits de bergère que je vous ai fait préparer. Avec une tranquille et muette constance, la princesse entendit prononcer sa sentence. Sous les dehors d'un visage serein, elle dévorait son chagrin, et sans que la douleur diminuât ses charmes, de ses beaux yeux tombaient de grosses larmes, ainsi que quelquefois au retour du printemps, il fait soleil et pleut en même temps. Vous êtes mon époux, mon seigneur et mon maître, dit-elle en soupirant, prête à s'évanouir. Et quelque affreux que soit ce que je viens d'ouïr, je saurai vous faire connaître que rien ne m'est si cher que de vous obéir. Dans sa chambre aussitôt seule, elle se retire, et là, se dépouillant de ses riches habits, elle reprend paisible et sans rien dire, pendant que son cœur en soupire, ce qu'elle avait en gardant ses brebis. En cet humble et simple équipage, elle aborde le prince, et lui tient ce langage. Je ne puis m'éloigner de vous sans le pardon d'avoir su vous déplaire. Je puis souffrir le poids de ma misère, mais je ne puis, Seigneur, souffrir votre courroux. Accordez cette grâce à mon regret sincère, et je vivrai contente en mon triste séjour, sans que jamais le temps altère ni mon humble respect ni mon fidèle amour. Tant de soumission et tant de grandeur d'âme sous un si vil habillement, qui dans le cœur du prince en ce même moment réveilla tous les traits de sa première flamme, allait casser l'arrêt de son bannissement. Ému par de si puissants charmes, et prêt à répandre des larmes, il commençait à s'avancer pour l'embrasser, quand tout à coup, l'impérieuse gloire d'être ferme en son sentiment, sur son amour remporta la victoire, et le fit en ces mots répondre durement. De tout le temps passé j'ai perdu la mémoire, je suis content de votre repentir. Allez, il est temps de partir. Elle part aussitôt, et regardant son père qu'on avait revêtu de son rustique habit, et qui, le cœur percé d'une douleur amère, pleurait un changement si prompt et si subit. Retournons, lui dit-elle, en nos sombres bocages. Retournons habiter nos demeures sauvages, et quittons sans regret la pompe des palais. Nos cabanes n'ont pas tant de magnificence, mais on y trouve avec plus d'innocence un plus ferme repos, une plus douce paix. Dans son désert à grand-peine arrivée, elle reprend et quenouille et fuseau, et va filer au bord des mêmes eaux où le prince l'avait trouvée. Là son cœur tranquille et sans fiel, sans foi, le jour demande au ciel qu'il comble son époux de gloire, de richesse, et qu'à tous ses désirs il ne refuse rien. Un amour nourri de caresses n'est pas plus ardent que le sien. Ce cher époux qu'elle regrette, voulant encore l'éprouver, lui fait dire dans sa retraite qu'elle est à venir le trouver. Grisélidis, dit-il, dès qu'elle se présente, il faut que la princesse à qui je dois demain dans le temple donner la main, de vous et de moi soit contente. Je vous demande ici tous vos soins, et je veux que vous m'aidiez à plaire à l'objet de mes vœux. Vous savez de quel air il faut que l'on me serve, point d'épargne, point de réserve, que tout sente le prince et le prince amoureux. Employez toute votre adresse, à parer son appartement, que l'abondance, la richesse, la propreté, la politesse s'y fassent voir également. Enfin, songez incessamment que c'est une jeune princesse que j'aime tendrement. Pour vous faire entrer davantage dans les soins de votre devoir, je veux ici vous faire voir celle qu'à bien servir mon ordre vous engage. Telle qu'aux portes du levant se montre la naissante aurore, telle parut en arrivant la princesse plus belle encore.
Grisélidis, à son abord, dans le fond de son cœur, sentit un doux transport de la tendresse maternelle. Du temps passé, de ces jours bien heureux, le souvenir en son cœur se rappelle. Hélas, ma fille, en soi-même dit-elle, si le ciel favorable eût écouté mes vœux, serait presque aussi grande et peut-être aussi belle. Pour la jeune princesse, en ce même moment, elle prit un amour si vif, si véhément, qu'aussitôt elle fut absente. En cette sorte, au prince elle parla, suivant sans le savoir l'instinct qui s'en mêla. Souffrez, seigneur, que je vous représente que cette princesse charmante, dont vous allez être l'époux, dans l'aise, dans l'éclat, dans la pourpre nourrie, ne pourra supporter, sans en perdre la vie, les mêmes traitements que j'ai reçus de vous. Le besoin, ma naissance obscure, m'avait endurci aux travaux, et je pouvais souffrir toutes sortes de maux sans peine et même sans murmure. Mais elle, qui jamais n'a connu la douleur, elle mourra dès la moindre rigueur, dès la moindre parole un peu sèche, un peu dure. Hélas, Seigneur, je vous conjure de la traiter avec douceur. Songez, lui dit le prince avec un ton sévère, à me servir selon votre pouvoir. Il ne faut pas qu'une simple bergère fasse des leçons et s'ingère de m'avertir de mon devoir. Grisélidis, à ces mots sans rien dire, baisse les yeux et se retire. Cependant, pour l'hymen, les seigneurs invités arrivèrent de tous côtés. Dans une magnifique salle où le prince les assembla, avant que d'allumer la torche nuptiale, en cette sorte, il leur parla. Rien au monde, après l'espérance, n'est plus trompeur que l'apparence. Ici l'on en peut voir un exemple éclatant. Qui ne croirait que ma jeune maîtresse, que l'hymen va rendre princesse, ne soit heureuse et n'ait le cœur content? Il n'en est rien pourtant. Qui pourrait s'empêcher de croire que ce jeune guerrier amoureux de la gloire n'aime avoir cet hymen, lui qui dans les tournois va sur tous ses rivaux remporter la victoire? Cela n'est pas vrai toutefois. Qui ne croirait encore qu'en sa juste colère, Grisélidis ne pleure et ne se désespère? Elle ne se plaint point, elle consent à tout, et rien n'a pu pousser sa patience à bout. Qui ne croirait, enfin, que de ma destinée rien ne peut égaler la course fortunée, en voyant les appas de l'objet de mes vœux. Cependant, si l'hymen me liait de ses nœuds, j'en concevrais une douleur profonde, et de tous les princes du monde je serais le plus malheureux. L'énigme vous paraît difficile à comprendre. 2 mots vont vous la faire entendre, et ces 2 mots feront évanouir tous les malheurs que vous venez d'ouïr. Sachez, poursuivit-il, que l'aimable personne que vous croyez m'avoir blessé le cœur est ma fille, et que je la donne pour femme à ce jeune seigneur, qu'il aime d'un amour extrême, et dont il est aimé de même. Sachez encore que, touché vivement de la patience et du zèle de l'épouse sage et fidèle que j'ai chassée indignement, je la reprends, afin que je répare, par tout ce que l'amour peut avoir de plus doux, le traitement dur et barbare qu'elle a reçu de mon esprit jaloux. Plus grande sera mon étude à prévenir tous ses désirs, qu'elle ne fût dans mon inquiétude à l'accabler de déplaisirs. Et si dans tous les temps doit vivre la mémoire des ennuis dont son cœur ne fut point abattu, je veux que plus encore on parle de la gloire dont j'aurai couronné sa suprême vertu. Comme quand un épais nuage a le jour obscurci, et que le ciel de toutes parts noirci menace d'un affreux orage, si de ce voile obscur par les vents écartés, un brillant rayon de clarté se répand sur le paysage, tout rit et reprend sa beauté. Tel dans tous les yeux où régnait la tristesse, éclate tout à coup une vive allégresse. Par ce prompt éclaircissement, la jeune princesse ravie d'apprendre que du prince elle a reçu la vie, se jette à ses genoux qu'elle embrasse ardemment. Son père, qu'attendrit une fille si chère, la relève, la baise et l'amène à sa mère, à qui trop de plaisir en un même moment ôtait presque tout sentiment. Son cœur, qui tant de fois en proie aux plus cuisants traits du malheur, supporta si bien la douleur, succombe au doux poids de la joie. À peine de ses bras pouvait-elle serrer l'aimable enfant que le ciel lui renvoie. Elle ne pouvait que pleurer. Assez dans d'autres temps vous pourrez satisfaire. Pardon. Assez dans d'autres temps vous pourrez satisfaire, lui dit le prince, aux tendresses du sang. Reprenez les habits qu'exige votre rang. Nous avons des noces à faire. Au temple, on conduisit les 2 jeunes amants, où la mutuelle promesse de se chérir avec tendresse affermit pour jamais leurs doux engagements. Ce ne sont que plaisirs, que tournois magnifiques, que jeux, que danses, que musique, et que festins délicieux, où sur Grisélidis se tournent tous les yeux, où sa patience éprouvée jusques au ciel est élevée, par 1000 éloges glorieux. Des peuples réjouis, la complaisance est telle pour leur prince capricieux, qu'ils vont jusqu'à louer son épreuve cruelle, à qui d'une vertu si belle, si séante au beau sexe, et si rare en tout lieu, on doit un si parfait modèle. Et c'est la fin.
de la nouvelle ou du conte Griselidis. C'est donc quasiment la fin de ce live, les amis. On se marque une courte pause, mais on est quasiment dans l'outro en vérité. On est quasiment dans l'outro de ce live, puisque je n'ai plus qu'une petite dédicace à vous lire. Et au final, j'ai lu beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais cru. Quoique, ça fait quand même pas mal de temps que je lis, l'air de rien. Puisqu'on arrive à 1h06 de live, ça doit bien faire 30 minutes facilement, voire presque 40 minutes que je lis en fait. Donc ouais, tant pis, le live d'aujourd'hui sera assez court. Le live de vendredi sera assez court également. Mais vous savez que je n'ai pas envie de faire des découpes en plein milieu d'une œuvre. Donc voilà, j'essaie d'organiser la chose le mieux possible pour que ce soit le plus agréable à entendre, à écouter et à consommer entre guillemets. Et du coup, bonsoir Manu, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien également. Euh, je lis vite fait tout ce que vous avez pu dire. Et du coup, voilà, bienvenue, bienvenue. J'espère que ça vous a plu cette lecture. Alors moi, j'ai un petit bémol quand même sur cette histoire. Parce que pour le coup, en ce qu'il s'agit de style, purement de style, c'est vraiment chiadé, c'est vraiment super beau, je trouve. Alors après, je pense que c'est vraiment question de goût. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. Mais c'est vrai que moi, cette manière de parler, cette manière d'agencer les mots me plaît beaucoup. Et du coup, esthétiquement, stylistiquement, j'ai trouvé ça très très joli, très très beau. Très très... ouais... euh, j'allais dire esthétique, mais je viens de dire esthétiquement, donc bon, voilà. Bref, en tout cas, je trouve ça vachement bien écrit. Euh, Par contre, je trouve l'histoire et la morale surtout, bah, comme on en avait été prévenu dans la préface et dans la dédicace, je trouve la morale de cette histoire bien contestable, quoi. Donc bon, c'est une autre époque, on va dire, puisque ça date de fin... Je crois que c'était 1684 ou 94, un truc comme ça. Il me semble avoir vu ça sur internet. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Donc voilà, c'est une autre époque, c'est sûr. Mais c'est vrai que la morale ressemble un peu à quelque chose du style, comment dire, c'est l'homme qui va faire la beauté de sa femme en réussissant à se faire obéir de lui. C'est un peu un truc bizarre. C'est un peu un truc bizarre quand même. C'est un truc qui... C'est un discours qui marcherait pas du tout de notre époque. Et je pense que aujourd'hui, ça serait pas très indiqué de lire Griselidis aux enfants pour leur servir cette morale-là. Donc voilà, la morale est un petit peu sujet à, à questionnement. Mais femme soumise, ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc voilà, c'est vraiment bon. C'est vraiment pas terrible, je trouve, la morale. Mais mis cela à part, je trouvais ça bien écrit personnellement et assez esthétique vraiment dans l'agencement des mots, quoi. J'ai eu du mal à suivre perso, oui, moi aussi, c'est plus dur à lire. Ah, j'espère que ça a été quand même. Je sais que j'ai une manière de lire aussi. Je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Alors, je vais essayer de vous dire mon ressenti, mais peut-être que je me trompe. Déjà, au tout début du texte, c'est un peu moins arrivé ensuite, mais il y a des césures que je ne savais pas s'il fallait faire ou non. Même si pour certaines personnes c'est un peu laissé au choix, etc. Enfin bon, bref, je suis plus sûr de connaître les termes techniques exactement, mais par exemple, au tout début, je crois qu'il y avait ours et toujours qui étaient censés rimer. Donc du coup, j'aurais dû dire des ours pour des ours. Et après, j'aurais dû dire toujours, du coup. Et voilà, il y a eu plusieurs cas comme ça. En vérité, je trouve que c'est vraiment pas très joli. Donc je me sentais... Enfin, moi, c'est... Après, c'est purement un choix personnel, j'ai envie de dire. Et je sais pas si je suis dans les clous de ce qu'il faudrait faire, entre guillemets. Mais il me semble
qu'il aurait fallu dire our pour ours pour que ça rime avec toujours. Je crois que la règle voudrait ça. Mais moi, je peux pas m'y résoudre, je trouve que ça fait pas très joli. Donc je préfère que les pieds soient pas réguliers, et voilà. Surtout qu'encore une fois, j'ai l'impression que ce sont des vers libres. Du coup, la rime n'est pas exacte, mais on s'en fout du nombre de pieds. Je sais pas. Moi, je préfère le dire de cette manière. Et après, clairement, il y a un choix aussi dans la manière de le dire. Si, ça va, et ça aide justement d'avoir le ton que tu mets. Ah, nice, ça fait plaisir alors. Avec tout le boulot que je me tape en ce moment, ça fait du bien d'entendre autre chose que du latin et du grec. Ah, bon courage, Nanu. Mais ouais, j'essaie de le rendre un peu plus, peut-être, euh, comment dire, agréable à l'oreille, en prenant certains choix de lecture qui peut-être ne suivent pas les académismes, mais voilà. Je trouve ça plus intéressant. Et moi, le truc que je trouve horrible, enfin, ça dépend, il y en a qui apprécient ça, j'imagine, mais moi, le truc que je trouverais horrible dans du texte en vers, je vais en prendre un paragraphe au pif, ça serait de faire avant la fin de l'an des fruits de l'hyménée, le ciel bénit leur couche fortunée. Ce ne fut pas un prince, on l'eût bien souhaité, mais la jeune princesse avait tant de beauté que l'on ne songea plus qu'à conserver sa vie. Le père, qui lui trouve un air doux et charmant, la venait voir de moment en moment, et la mère, encore plus ravie, la regardait incessamment. Ça, je trouve que c'est horriblissime de trop accentuer. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de faire un rythme très beaucoup trop constant, beaucoup trop comment dire, monotone. Donc vraiment nanana 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 nanana. Donc j'essaie de m'éloigner de ça pas mal. Et surtout, le truc que que j'essaie le plus de faire dans ce genre de texte, en vers avec des rimes, c'est de pas insister sur la rime. Parce que insister sur la rime, je trouve que ça tue absolument le chant et le rythme. Ça tue à la fois la sonorité, parce qu'en fait, accentuer sur la rime, c'est pas assez subtil, je trouve. Ça gâche la beauté du vers. Je sais pas, euh, c'est too much. Je trouve pas d'expression ou de manière de l'expliquer, mais ouais, ça insiste trop, quoi. Je trouve ça grossier presque quand c'est trop appuyé. Alors que c'est plus subtil, je trouve. Voilà, c'est vraiment mon avis propre, mais je trouve que c'est plus subtil et plus élégant quand c'est un petit peu dans le feutré et que on voit qu'il y a des retours de son, on voit qu'il y a des sonorités qui se répondent, qu'il y a des jeux, euh, mais que ce soit pas mis en avant, quoi. Et aussi, le problème, je trouve, en accentuant la rime, c'est que du coup, ça a tendance à scander chaque fin de vers, sauf que chaque fin de vers n'est pas forcément une fin de phrase. Parce que par exemple, si à la fin d'un vers, on a une virgule ou un point, à la limite, tu peux faire une pause qui semblerait logique, on va dire. Mais quand à la fin d'un vers, t'as ni virgule ni point, bah, je trouve que ça empêche même la compréhension, quoi. Ça fait complètement factice et ça empêche de comprendre le texte parce que on n'a pas les éléments syntaxiques de la phrase qui se suivent comme ils devraient se suivre. Là, par exemple, je sais pas, ici... attendez, je vais prendre un truc au pif. Et l'on n'entend aux environs que des tambours et des trompettes. Si vraiment je suis la forme, j'ai envie de dire la forme physique de, euh, de l'œuvre, je vais faire, et l'on entend aux environs que des tambours et des trompettes. C'est naze. Et du coup, avec les rimes d'avant, si on veut essayer de mettre en avant les rimes, tout le palais retentit de clairons, de flûtes, de hautbois, de rustiques musettes, et l'on entend aux environs que des tambours et des trompettes. Je sais pas, je trouve que ça fait hyper faux, ça fait hyper factice et ça fait...
Bah vraiment, oui, très scolaire, en effet, très récitation, comme nous dit Charline dans le chat, mais moi je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est... Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est pas une bonne manière de lire ce genre de texte, ce genre de forme littéraire, parce qu'en fait, ça empêche la compréhension. Une phrase, même si là, il y a un travail particulier sur le rythme et sur les sonorités et tout, une phrase, elle a sa sonorité propre, elle a son rythme propre, elle a son chant propre. Toutes les phrases, euh, je trouve, euh, ont une musique donnée en partie par le sens qu'elles ont. Et du coup, si tu sacrifies la forme pour le en place de la compréhension de la phrase, bah je trouve que tu sacrifies tout quoi. Tu sacrifies à la fois la compréhension du truc plus aisée et à la fois bah ouais, la poésie de cette phrase-là quoi. Enfin bon bref. Je suis un peu parti loin, mais je sais pas si j'arrive bien à exprimer ce que je veux dire, mais bon. Euh, mais c'est marrant parce que c'est des problématiques qui se retrouvent aussi dans des lectures plus classiques. C'est-à-dire que quand je vous fais une lecture qui n'est pas en vers, euh, bah, je trouve que les problématiques de rythme sont pourtant vraiment très similaires. Oh là là, je viens de faire une rime, ça y est, je suis complètement dedans. Bref. Du coup, j'ai encore une petite dédicace à vous lire. Pourquoi je veux vous la lire maintenant et pas la prochaine fois? Tout simplement parce que elle fait 3 pages et que c'est une dédicace à un monsieur mystère, comme tout à l'heure à Madame Mystère, on n'a pas son nom. Et, euh, et donc c'est en lui envoyant Griselidis. Donc je suppose que ça va parler de Griselidis. C'est pourquoi je ne voulais pas le faire vendredi, parce que bah, ça n'aurait pas eu grand sens de détacher ce texte sur Griselidis de Griselidis, quoi. Donc, je suis reparti pour une toute petite session de lecture. Je souhaite encore une fois une bonne écoute à tous les courageux qui restent jusqu'à la fin. Et je vous dis à dans quelques petites minutes pour l'outro du live cette fois-ci. On est parti. À monsieur, en lui envoyant Griselidis. Si je m'étais rendu à tous les différents avis qui m'ont été donnés sur l'ouvrage que je vous envoie, il ne serait rien demeuré que le conte tout sec et tout uni. Et en ce cas, j'aurais mieux fait de n'y pas toucher, et de le laisser dans son papier bleu où il est depuis tant d'années. Je le lus d'abord à 2 de mes amis. Pourquoi, dit l'un, s'étendre si fort sur le caractère de votre héros? Qu'a-t-on à faire de savoir ce qu'il faisait le matin dans son conseil, et moins encore à quoi il se divertissait l'après-dîner? Tout cela est bon à retrancher. Ôtez-moi, je vous prie, dit l'autre, la réponse enjouée qu'il fait aux députés de son peuple qui le presse de se marier. Elle ne convient point à un prince grave et sérieux. Vous voulez bien encore, poursuivit-il, que je vous conseille de supprimer la longue description de votre chasse? Qu'importe tout cela au fond de votre histoire? Croyez-moi, ce sont de vains et ambitieux ornements qui appauvrissent votre poème au lieu de l'enrichir. Il en est de même, ajouta-t-il, des préparatifs qu'on fait pour le mariage du prince. Tout cela est oiseux et inutile. Pour vos dames qui rabaissent leur coiffure, qui couvrent leur gorge et qui allongent leurs manches, froide plaisanterie, aussi bien que celle de l'orateur qui s'applaudit de son éloquence. Je demande encore, reprit celui qui avait parlé le premier, que vous ôtiez les réflexions chrétiennes de Griselidis, qui dit que c'est Dieu qui veut les prouver. C'est un sermon hors de sa place. Je ne saurais encore souffrir les inhumanités de votre prince. Elles me mettent en colère, je les supprimerai. Il est vrai qu'elles sont de l'histoire, mais il n'importe. J'ôterais encore l'épisode du jeune seigneur qui n'est là que pour épouser la jeune princesse. Cela allonge trop votre conte. Mais, lui dis-je, le conte finirait mal sans cela. Je ne saurais que vous dire, répondit-il. Je ne laisserai pas que de l'ôter. À quelques jours de là, je fis la même lecture à 2 autres de mes amis, qui ne me dirent pas un seul mot sur les endroits dont je viens de parler, mais qui en reprirent quantité d'autres. Bien loin de me plaindre de la rigueur de votre critique, leur dis-je, je me plains de ce qu'elle n'est pas assez sévère. Vous m'avez passé une infinité d'endroits que l'on trouve très dignes de censure.
Comme quoi, dirent-ils? On trouve, leur dis-je, que le caractère du prince est trop étendu, et qu'on n'a que faire de savoir ce qu'il faisait le matin et encore moins l'après-dîner. On se moque de vous, dirent-ils tous deux ensemble, quand on vous fait de semblables critiques. On blâme, poursuivis-je, la réponse que fait le prince à ceux qui le pressent de se marier, comme trop enjoué et indigne d'un prince grave et sérieux. Bon, reprit l'un d'eux, et où est l'inconvénient qu'un jeune prince d'Italie, pays où l'on est accoutumé à voir les hommes les plus graves et les plus élevés en dignité dire des plaisanteries, et qui d'ailleurs fait profession du mal parler et des femmes et du mariage, matière si sujette à raillerie, se soit un peu réjoui sur cet article. Quoi qu'il en soit, je vous demande grâce pour cet endroit comme pour celui de l'orateur qui croyait avoir converti le prince, et pour le rabaissement des coiffures. Car ceux qui n'ont pas aimé la réponse enjouée du prince ont bien la mine d'avoir fait main basse sur ces deux endroits-là. Vous l'avez deviné, lui dis-je. Mais d'un autre côté, ceux qui n'aiment que les choses plaisantes n'ont pu souffrir les réflexions chrétiennes de la princesse, qui dit que c'est Dieu qui la veut éprouver. Ils prétendent que c'est un sermon hors de propos. Hors de propos, reprit l'autre. Non seulement ces réflexions conviennent au sujet, mais elles y sont absolument nécessaires. Vous aviez besoin de rendre croyable la patience de votre héroïne, et quel autre moyen aviez-vous que de lui faire regarder les mauvais traitements de son époux comme venant de la main de Dieu? Sans cela, on la prendrait pour la plus stupide de toutes les femmes, ce qui ne ferait pas assurément un bon effet. On blâme encore, leur dis-je, l'épisode du jeune seigneur qui épouse la jeune princesse. On a tort, reprit-il. Comme votre ouvrage est un véritable poème, quoique vous lui donniez le titre de nouvelle, il faut qu'il n'y ait rien à désirer quand il finit. Cependant, si la jeune princesse s'en retournait dans son couvent sans être mariée après s'y être attendue, elle ne serait point contente, ni ceux qui liraient la nouvelle. Ensuite, de cette conférence, j'ai pris le parti de laisser mon ouvrage tel à peu près qu'il a été lu dans l'Académie. En un mot, j'ai eu soin de corriger les choses qu'on m'a fait voir être mauvaises en elles-mêmes, mais à l'égard de celles que j'ai trouvées n'avoir point d'autre défaut que de n'être pas au goût de quelques personnes peut-être un peu trop délicates, j'ai cru n'y devoir pas toucher. Est-ce une raison décisive d'ôter un bon mets d'un repas, parce qu'il s'y trouve un convive qui par malheur ne l'aime pas? Il faut que tout le monde vive, et que les mets, pour plaire à tous, soient différents comme les goûts. Quoi qu'il en soit, j'ai cru devoir m'en remettre au public, qui juge toujours bien. J'apprendrai de lui ce que je en dois croire, et je suivrai exactement tous ses avis, s'il m'arrive jamais de faire une seconde édition de cet ouvrage. Et c'est la fin de cette dédicace, même si au final c'est peut-être une lettre carrément, je sais pas trop comment le décrire. On va dire dédicace. En tout cas, c'est la fin de la lecture de ce soir, les amis. Et cette fois-ci, nous passons pour de bon à l'outro du live. Alors, Charline qui nous donne un complément d'information, merci pour ta petite recherche. Du coup, la mademoiselle à qui cela est dédicacé, c'est la fille du frère du roi Louis XIV. Et c'est donc Élisabeth Charlotte d'Orléans. Duc d'Orléans, frère de Louis XIV. Ok. Ok, ok. Bah, merci pour l'info. Ok, pour le coup, dans cette dédicace que je viens de lire, je trouve que je suis très d'accord avec lui. Pour le coup, je suis très d'accord avec lui. Euh, Comment dire ça? Je suis très d'accord sur le fait de dire que c'est pas parce que un texte déplaît ou une œuvre, hein, de manière globale, n'importe quelle œuvre artistique, déplaît à quelques personnes pour quelques parties spécifiques. Euh, En fait, ouais, voilà, le, le meilleur moyen de résumer tout ça, c'est vraiment l'espèce de petit truc en vers, encore une fois, qu'il fait à la fin. Le est-ce une raison décisive d'ôter un bon mets d'un repas parce qu'il s'y trouve un convive qui par malheur ne l'aime pas? Il faut que tout le monde vive et que les mets pour plaire à tous soient différents comme les goûts. Là, encore une fois, vous voyez, normalement, si je dis et que les mets pour plaire à tous soient différents comme les goûts, normalement, il faudrait que je dise et que les mets pour plaire à tout soient différents comme les goûts. Je trouve ça très moche. Bon, je sais pas si c'est ça la règle, mais il me semble qu'il y a un délire comme ça. Bref. En tout cas, je trouve que ce petit paragraphe résume parfaitement le truc. Et là, pour le coup, je ne peux être on ne peut plus d'accord avec Perrault. Euh, je trouve que il n'y a pas, comment dire,
même si on n'est pas d'accord avec un auteur, même si on n'est pas d'accord avec ce qui nous est présenté dans une œuvre, râler pour que ça change et que l'auteur accède à cette faveur en le changeant, je trouve ça vraiment très dangereux limite. C'est bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, c'est pas au public de faire le contenu en fait. Donc, il peut y avoir dans certains exercices et dans certains domaines spécifiques, il peut y avoir des choses très intéressantes à faire là-dessus, dans un espèce de concert comme ça, où les idées vont et viennent et voilà. Il y a des choses très intéressantes à faire là-dessus, certainement. Il y a toujours moyen de faire évoluer aussi ses œuvres, de faire évoluer ses textes et tout. Et justement, Perrault nous dit qu'il n'est pas contre ça, mais que il se soumet à l'avis d'un public large et d'un public global, enfin qu'il s'y soumettrait éventuellement, plutôt que de se soumettre à l'avis de quelques personnes qui ne vont pas avoir les mêmes goûts, qui ne vont pas être en accord avec telle ou telle chose. Et je trouve que ça peut être très très dangereux même. Je trouve que ça peut être très très dangereux, ça peut être un truc qui me gêne un peu. Je trouve que ça peut être un peu dangereux de réclamer euh, à un auteur, à un artiste, etc., de changer son œuvre parce que ça correspond pas à un truc qu'on apprécie, à un truc qu'on aime, etc. Je trouve on peut ne pas aimer ce que fait une personne. Alors encore une fois, hein, toute proportion gardée, je dis pas si la personne fait une dinguerie, fait un truc horrible, etc. Tu peux lui chier dessus autant que tu veux. Mais si la personne juste fait quelque chose qui n'est pas dans tes goûts, qui ne te plaît pas, et que toi t'aurais voulu que l'histoire soit différente ou machin, bah ok, grand bien te fasse, mais c'est ton problème personnel, c'est pas un truc. En fait, j'ai des exemples précis en tête. Enfin, ça me fait penser au fameux truc qui avait eu. J'étais même pas allé au bout de la série au final d'ailleurs, donc je sais même pas quel est mon avis perso sur la question. Mais ça me fait penser par exemple à la pétition qu'il y avait eu pour changer la fin de la série Game of Thrones et dire oh la fin elle était nulle à chier, refaites une fin, nan, nan. Il y avait un truc comme ça à une époque je crois. Et ça je trouve ça mais je trouve ça choquant et je trouve ça ouais je trouve ça choquant et je trouve ça dangereux presque. Je trouve ça très bizarre de faire ça. Je trouve ça très très bizarre de faire ça. Ou bien par exemple ça me fait penser aussi alors là, c'est des cas un peu plus particuliers, quoi, mais ça me fait penser aussi aux fameuses versions cut de grands réalisateurs. Genre, c'était Batman versus ouais, Batman versus Superman, c'était ça le titre, je sais plus. Il me semble. Ou bien la Justice League de Snyder, avec la Snyder Cut, c'était pas ça. Et ouais, voilà, les réalisateurs cut je peux percevoir le concept, je peux voir l'intérêt dans certains cas très particuliers, notamment Snyder. Il me semble que l'histoire derrière est assez triste et voilà, assez compréhensible, on va dire, qu'il y ait eu ce déroulement-là. Mais par exemple, en ce qui concerne Game of Thrones, que les fans réclament à changer l'histoire, je suis en mode, mais je sais pas, je trouve ça vraiment très bizarre. Je trouve ça choquant en fait. Je trouve ça hyper choquant. Je sais pas trop décrire pourquoi je trouve ça choquant, mais je trouve ça hyper choquant. Ça me fait aussi penser à d'autres choses que j'ai vues récemment. Bah, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu Camelot le film cet été. Et j'ai vu pas mal d'interviews d'Alexandre Astier. Et souvent, il revenait sur le fait que il voulait étonner son public et qu'il voulait pas lui donner ce qu'il voulait à tout prix et que pour lui, il n'était pas question de servir ce qui ferait plaisir aux spectateurs, mais juste d'écrire son histoire comme elle doit être écrite, quoi. Et ouais, je suis assez d'accord avec ça. Parce que je trouve que comment dire, ça touche à quelque chose d'hyper important pour moi, qui est la liberté de l'artiste. Et du coup, à partir du moment où tu essaies de guider la liberté de l'artiste, de la censurer, de la faire bifurquer sur autre chose, etc. Je trouve qu'il y a un truc vraiment très bizarre là-dedans, quoi. Encore une fois, là je parle hyper généralement, et là c'est vraiment mon avis personnel que je donne, et peut-être que vous serez pas du tout d'accord, et aucun problème, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre là-dessus.
Euh, Bref, je me suis un peu perdu. Je suis un peu perdu dans un discours là, mais voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce que je viens de dire. N'hésitez pas à donner votre avis sur le live, enfin sur la rediffusion, ce que vous venez de voir sur YouTube dans les commentaires, ou à laisser un commentaire sur la lecture en elle-même. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce... Enfin, c'est plus des pouces bleus depuis longtemps. Un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas selon votre appréciation de cette vidéo. Quoique si, c'est un pouce bleu quand tu cliques. Ouais, si, c'est ça, je crois. Il y a eu tellement de changements que je me rappelle plus. C'est terrible. Bref. Euh, Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Et tutti quanti, vous connaissez la musique. C'est vachement utile. Euh, Oh. Bah, bon courage dans ta relecture de Dracula, alors Nanu. Et du coup, ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Il nous reste une lecture sur les contes de Perrault. Ça sera la fin des contes en vers. Ça sera vendredi à 21h pour Podane et les souhaits ridicules. Vu la durée du live d'aujourd'hui, je pense que le live de vendredi, ça sera bâclé en 1 heure. Je pense que ça va être très très rapide. Donc ne soyez pas déçus vendredi. Jeudi, on se retrouve si vous le désirez. Et puis si je le peux aussi, parce que bon, c'est pas encore sûr. Pour la mise à jour de Sea of Thieves, la saison 4. J'ai trop hâte de plonger avec les sirènes là, je suis trop chaud. Et puis, qu'allais-je dire? Ouais, sinon, cette semaine, on peut encore une fois se retrouver sur Discord pour une veillée, pour ceux qui le désireraient. Donc, je me répète, mais tous les dimanches, sur Discord, de 21h à minuit minimum, je me tiens à disposition en vocal et on peut discuter ensemble, on peut jouer à des jeux de société, à des jeux vidéo, à des jeux par navigateur et ainsi de suite. Et puis, bah, c'est toujours un plaisir de passer ces moments en votre compagnie. Et je pense avoir fait le tour des gros rendez-vous qu'on avait ensemble cette semaine, sachant que, je vous le répète, s'il y a aussi peu d'activité ces temps-ci sur la chaîne Twitch, YouTube, c'est parce que dans l'ombre, je travaille sur la publication de mon premier livre en soi. Donc voilà, je vais me remettre à écrire à partir de demain. Là, j'avais fait une pause de quelques jours pour prendre un peu de recul. Et là, je m'y replonge, je pense, à partir de demain. Donc j'ai hâte et j'ai peur parce que tous les textes étaient déjà écrits. J'étais seulement en correction et en mise en page. Et là, c'est le seul texte que je dois écrire exclusivement pour cette publication en version papier. Donc je suis un peu stressé parce que ça fait longtemps que j'ai pas écrit. Mais en même temps, c'est une interface comme j'ai appelé ça. Parce qu'en gros, ça va être la postface de la première partie du bouquin et la préface de la deuxième partie. Ce qui fait que ça va être certainement une discussion très chill, mais à l'écrit, quoi. Je vais certainement vous adresser la parole directement et dire tout ce qui me passe par l'esprit, je pense, dans cette interface. J'ai bien envie de faire un truc comme ça. Enfin voilà. Mais j'avance bien en vrai, je suis content parce que j'arrive à 85 pages. Bah, je peux vous annoncer ça brièvement. En gros, j'aimerais bien terminer ça pour octobre. Une fois que c'est terminé, il faut encore que je fasse la couverture. Une fois que j'ai fait la couverture, il faut que je fasse des vérifications, il faut que je fasse les démarches, etc. Mais bon, bref. J'aimerais bien que ça soit disponible, que ce soit possible de le commander à partir d'octobre. Et dans la foulée, je ferai certainement... On m'a demandé ça lors de la dernière veillée d'ailleurs, donc merci à toi Miari de m'avoir rappelé ça. C'est vrai que j'avais complètement zappé, que j'avais pas lu mon troisième recueil de poèmes en live. Donc pour l'occasion, je lirai certainement mon troisième recueil de poèmes en live, mon recueil de poèmes Arborescence, qui est donc déjà disponible sur Wattpad, que je vous lirai en live pour la sortie de la version papier, et donc qui sera présent dans la version papier. Et, et aussi, conjointement à tout cela, est-ce que je le dis direct? Oh, en vrai, je l'ai déjà dit à quelques personnes, et puis au pire, il n'y a pas tout le monde qui va jusqu'au bout des vidéos pour m'écouter jusqu'au bout, donc on va dire que vous êtes dans la confidence, les rares à rester jusqu'au bout du live ou jusqu'au bout de la rediff. Je pense que je vais sortir un nouveau modèle sur ma boutique Redbubble,
Ce qui fait que bah, il y aura des nouveaux t-shirts, des nouvelles. J'ai vu qu'il y avait des casquettes maintenant et des comment on appelle ça? Des tapis de souris, etc. Donc ça va être marrant. Bref, un nouveau modèle que vous pourrez mettre sur plein d'objets, des gourdes, des tasses, ce que vous voulez. Et donc ce modèle sera certainement soit la couverture de mon bouquin telle quelle, soit avec quelques modifications pour que ça se prête bien à l'impression sur objet. Mais ouais, ça va être un peu les trois trucs ensemble pour la publication de ce texte. Et du coup, c'est très compliqué de dire de quoi ça parle, Charline. Grosso modo, ça va compiler trois recueils de poèmes que j'ai écrits, qui se nomment Pouce, Rejet et Arborescence. Donc ça forme un triptyque. Ça, c'est déjà disponible sur Wattpad. Ensuite, il y aura une interface, comme je le disais, que je dois écrire exclusivement pour cette version papier. Et ensuite, il y a des chroniques disponibles aussi sur mon Wattpad, qui sont des chroniques un petit peu acides, je vais dire. On va dire sur la société. Pour faire ultra large et ultra pas précis. Mais donc ouais, un peu acide, 15 chroniques. euh, qui se nomment donc Les Écrivains, je crois pas l'avoir dit, je me rappelle plus, bref. Euh, et voilà, c'est vraiment dur à dire de quoi ça parle. C'est vraiment des textes très personnels, je dois avouer. En même temps, avec le genre de la poésie et de la chronique, forcément, je pense, mais... Enfin, en tout cas, il y a des chances, quoi. Mais ouais, c'est vraiment très personnel et c'est beaucoup sur... Je dirais que c'est beaucoup sur les sentiments, quelque part. Et que c'est soit des réflexions personnelles sur les sentiments, soit des réflexions personnelles sur la société, soit des perditions étranges, macabres, bref. Bref, c'est vraiment dur à décrire, mais c'est de la poésie et des chroniques. Voilà, voilà. Chroniques qui pourraient s'apparenter à des billets d'humeur, entre guillemets, quoi. Allez, let's go. Trêve de bavardage. Je sens que j'ai je sens que j'ai terminé ce live avec un énorme monologue là. Terrible, terrible. Je suis désolé, comme je suis nouvelle et que je regarde tes lectures YouTube depuis des semaines, je ne connais pas ta petite vie, ça a l'air sympa, en tout cas intéressant les sentiments. Bah merci Charline, mais il y a zéro raison d'être désolé, c'est hyper plaisant de voir justement qu'une nouvelle s'intéresse s'intéresse comme ça à ce que je peux faire, donc merci beaucoup à toi, c'est très gentil. C'est très gentil. Bah je vous balance les liens d'ailleurs. Hop. Donc ça c'est le lien de la chaîne YouTube pour les rediffusions et les vidéos. Ça, c'est les liens de mon Twitter, de mon Facebook, de mon Instagram. Instagram dont je me sers majoritairement pour faire passer des messages et pour jouer de la batterie. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un post de batterie cette semaine, j'en ai pas encore fait. Donc ça devrait peut-être arriver dans la semaine. Le Discord, où là pour le coup on discute beaucoup plus en profondeur et on est beaucoup plus chill à max les gars. Et enfin il y a la boutique. Donc là c'est la boutique Redbubble comme je le disais avec des objets bon, pour le moment, les seuls modèles disponibles, c'est du branding Planétéo, quoi. Donc, comme par exemple ce coussin. Ah, ce coussin avec mon logo, par exemple. Voilà, voilà. Trop bien, merci en tout cas pour cette lecture et je reviendrai dans tes lives, sinon je continue le voyage au bout de la nuit tous les jours et tu me fais trop rire. J'ai pas lu Voyage au bout de la nuit, tu veux dire Voyage au centre de la Terre, c'est ça? Pourquoi je te fais trop rire? Qu'est-ce que je fais de rigolo? Qu'est-ce que je fais de rigolo? Je lis. Pas censé être rigolo. Mais sinon, ça me fait penser du coup à ce que disait Perrault. Moi, j'aime beaucoup le principe des contes, mais de plein de textes. Et c'est pour ça que j'aime bien, et je trouve qu'il y a vraiment des accointances entre les nouvelles, les fables, les contes, la poésie, etc. C'est vraiment un truc très, en tout cas dans celle que j'apprécie, c'est vraiment ce côté très ludique, ce côté très jeu. Euh, et du coup, ouais, le fait de mélanger divertissement et apprentissage, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très agréable personnellement. Dans tous les domaines de la vie, je trouve ça très agréable, mais bon. D'ailleurs, en parlant de divertissement et de ludisme,
J'ai trouvé. Alors ceux qui ont vu mon live introspection in my head, d'ailleurs j'en ai pas fait ce mois-ci, je vais peut-être en faire un à la fin du mois, j'y réfléchis. Mais ceux qui n'ont pas vu mon live introspection ne le savent pas, ceux qui l'ont vu le savent. J'ai au moins, je crois, 6 ou 7 idées, je crois que c'est 6 idées de jeux de société qui traînent dans un coin de ma tête. Pour certains qui sont déjà bien avancés, pour d'autres un peu moins. Eh bien sachez que hier, je pense que j'ai trouvé l'idée de jeu de société qui me hype le plus de tout ce que j'ai imaginé jusqu'à présent. Faudrait pas que je dise ce genre de choses parce que ça, ça fait des effets d'annonce alors que le truc ne verra peut-être jamais le jour ou peut-être dans des années. Mais ouais, là j'ai trouvé un concept de jeu de société qui me fait trop kiffer. Et ouais, je suis hyper hypé à essayer de développer l'idée, etc. Donc je vous en reparlerai peut-être dans un temps futur. Bref. Cette fois-ci, c'est la bonne. Trêve de bavardage, définitivement. Merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Vous êtes assez nombreux à être passés, ça me fait vraiment plaisir. Je vais pas citer tous vos pseudos pour ne pas oublier qui que ce soit et ne pas vexer qui que ce soit. Mais merci encore Charline pour le follow. Merci encore Jumpy pour le réabonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Heureux d'être marrant dans les pauses, alors dans ce cas-là. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Prochain rendez-vous, peut-être jeudi, peut-être vendredi. En tout cas, ça sera à 21h, soit pour du gaming, soit pour de la lecture. À la prochaine, pour une prochaine lecture, une prochaine session de gaming. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre prochaine découverte ou encore plein d'autres choses. Bref, vous savez que je fais plein de choses. Voilà, trêve de bavardage et bye bye.